Eh bien bonsoir à tous, vous écoutez comme chaque lundi votre émission de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout mais surtout de rien. Et on va commencer tout de suite en clarifiant un petit peu les choses. Ceci est un épisode enregistré en studio. Sauf que vous allez rapidement comprendre qu'à certains endroits, l'enregistrement a été changé. Alors pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ça commence même dès à présent, dès l'introduction, parce que il y a des perturbations au cours de l'épisode qui sont dues à l'utilisation de téléphones portables. Vous savez, ces horribles petits grésillements qui font grrrr comme ça un petit peu dans vos oreilles. Donc pour la plupart des grésillements, j'ai réussi simplement purement à les supprimer, à les passer un petit peu sous silence. Certains, vous verrez, restent encore, mais ça reste totalement audible. Et d'autres encore m'ont forcé, comme par exemple celui-ci, à entièrement réenregistrer la séquence. En espérant que voilà, ça vous dérangera pas spécialement plus que ça au montage. Il y aura probablement une différence de son entre ce micro-ci et le micro que j'utilise en studio. Mais bon, c'est les aléas du montage et les aléas de la technologie moderne du 21e siècle. Merci les téléphones portables. Sur ce, on va pouvoir reprendre comme si de rien n'était. Et je vais donc pouvoir vous présenter les 3 invités de cette émission. On va donc commencer de la gauche vers la droite pour leur souhaiter la bienvenue. Avec moi j'ai Benjamin. Comment ça va Benjamin aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien, merci. Mais de rien. Ensuite on retrouve un vieil ami qui est là, qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 19, ou entendu depuis l'épisode 19, c'est Alexandre. C'est Alexandre, effectivement, c'est toi. Comment ça va Alex du coup ? Ça va. Fantastique, c'est vrai. Super. Et enfin, Jeff. Eh bien, bonjour Marc. Cool, que vas-tu ? Moi je vais très bien, ça va, merci. Jeff, je sens que t'as un petit peu la pression là parce Absolument pas du tout. Bonjour. Je sens que t'as la pression parce que c'est toi qui va commencer aujourd'hui à nous parler directement. Alors je vais quand même expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que c'est lui qui va commencer en premier. Tout simplement parce que aujourd'hui, je sais pas quel jour on est exactement, je crois qu'on est le 28 il me semble, mais du coup vous le savez, c'est le couvre-feu, donc ça veut dire que dès 20h30 tu dois rentrer chez toi, Jeff. Effectivement. Donc du coup sinon je me fais rattraper par l'armée. Exactement, ouais. Qui va venir pour te tuer. 5 étoiles. Alors, l'avantage c'est que Benjamin t'auras le même problème Alex du coup, mais l'avantage c'est que Benjamin et moi on est voisins, donc en fait on s'en fout. En fait. Mais moi je balance. Toi tu balances. Sur le passage. En disant, attention. Il est sorti sur son il est sorti sur son balcon, ça craint. Et du coup, je te laisse la parole. Je vais faire une petite chronique littéraire pour changer. Donc du coup, moi je vais vous parler en fait d'un bouquin, Tokyo Vice. Alors je l'ai pas apporté parce que malheureusement c'était un ami. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Est-ce que vous connaissez un petit peu Tokyo Vice, ça vous parle de nom seulement, mais je sais pas du tout ce que ça raconte. Exact. Peut-être que je confonds avec Miami Vice en plus, ça se trouve. C'est la version japonaise. Tout ça aurait été simplement. génial, ça. Ouais, grave, ça aurait été assez fun. Bien, Ça aurait été concept, fun. hein. Non, par contre, en revanche, ça va être adapté par HBO Max. Donc c'est fait d'accord. pour ça. Ah. Et à l'époque, le personnage principal devait être joué par Daniel Radcliffe. Ah d'accord. Mais plus maintenant. J'ai vu que c'est imprononçable. C'est Ansel Elgort, un truc comme ça. Alors c'est l'acteur principal de Baby Driver. Oh putain, d'accord, oui. Ok, ouais. Comment Le on petit prononce jeune, le prénom, là, je le vois petit pas du jeune, tout comment il s'appelle. Qui est peut-être pas jeune en fait. Oui, mais Voilà. il avait l'air jeune dans Baby Driver. Et sachant qu'il y a aussi Ken Watanabe. Ah bah oui, parce Le que j'imagine fameux que ça se passe à Tokyo, donc je sais pas C'est si c'est normal qu'il y ait des japonais dedans. C'est le japonais pour les films Ah bah, américains. Le complètement. japonais c'est Ken Watanabe. Voilà, il y en a pas d'autres. Hein. Genre le dernier samouraï, Inception, Godzilla. Batman aussi, Voilà. Inception, tout ça. Donc voilà, ça va être sorti sur HBO Max. Donc là, en fait, on est dans un reportage. Enfin, Jack Adlestein, l'écrivain, en fait, c'est un vrai journaliste qui travaillait pour des journaux japonais. Donc du coup, c'est un reportage qui suit dans les tréfonds du Japon. On est très très loin de l'image romanesque et de l'image iconique en fait du yakuza qu'on a l'habitude de voir en fait dans les médias en général. Souvent, vous voyez un petit peu cette image qu'il a, le yakuza. Ouais, c'est un mec tatoué avec un sabre un peu honorable et qui va quand même tuer des gens. Et il a un costard. Quoi. Et t'as dit c'est le samouraï du 21e. Et surtout t'as dit le truc, c'est honorable. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est le nouveau samouraï, c'est ça. Yakuza, quoi. À la limite, dans le cliché, quoi. Dans le cliché, c'est Robin des Bois, si tu préfères. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas exactement ça, en fait. Parce que justement, on va suivre en fait l'auteur en fait, qui du coup dans cette plongeant en fait en vertigineuse dans les méandres de Tokyo, on va suivre du coup les coutumes et les rituels pour obtenir les faveurs des policiers. Parce qu'en fait justement pour pouvoir en fait aller enquêter, pour avoir les faveurs des policiers, donc du coup on va le voir en fait, il va apporter des cadeaux, il va apporter des cadeaux genre tous les jours à une certaine heure, genre vers
vers je sais pas moi 20h pour aller apporter à l'apéro un petit cadeau, boire un coup avec. Alors c'est même pas pour de l'amitié en fait, hein. C'est vraiment une notion en fait de respect, de déférence, pour être dans les bons papiers on va dire du policier. Hein. Et donc du coup en fait il va commencer à s'intéresser en fait au cas des yakuza et un petit peu la brigade des mœurs. On va le suivre en fait dans ses années de galère au tout début, quand il va avoir un petit peu du mal à trouver des piges, à comment écrire dessus. Et effectivement, en fait, il va nous parler après du coup des yakuza. Et on va s'apercevoir en fait très vite que ils ont en fait troqué un petit peu le smoking là, pour en fait des costumes d'hommes d'affaires en fait. D'accord. Les yakuza maintenant, c'est plus un gang qui évolue en fait dans les bas-fonds. C'est des associations, c'est des entreprises en fait, qui ont pignon sur rue. Tout le monde sait très bien que ce sont des yakuza. D'accord. Ça ok. existe, ça a un nom, c'est alors je vais très mal le prononcer et ça va être absolument pas ça, mais c'est Shinjuku et une compagnie c'est normal. C'est quelque chose en fait qui est complètement dans la société japonaise, c'est institutionnalisé complètement. Il y en a certains en fait c'est même ils sont cotés en bourse, enfin c'est vraiment totalement fou. Du coup on va le suivre en fait s'enfoncer en fait dans les bars et des troquets de plus en plus glauques. Il va croiser en fait des flics complètement désabusés en fait qui sont complètement plongés dans la fange en fait, qui passent leur temps à voir je sais pas moi des prostituées, des stripteaseuses, de la drogue. C'est vraiment assez impressionnant en fait de voir cette plongée. En fait c'est le Japon qu'on voit jamais. Nous on voit tout le temps un Japon qui est assez propre, assez on a un petit peu du mal à imaginer ce côté un petit peu sale en fait. Oui, alors que là c'est vraiment c'est plus vraiment le Japon édulcoré quoi. Voilà, c'est pas du tout édulcoré hein. Ouais. On a l'habitude de cette société qui est un peu rigide hein, avec cette peur de perdre la face, qui montre pas ses erreurs et qui préfère les cacher en fait hein. Souvent ça les cache sous le tapis, on n'en parle pas trop. Toujours le truc de l'honneur un petit peu. C'est ça, c'est l'honneur. Et en fait, lui, il va tellement en fait s'enfoncer là-dedans, le journaliste, que du coup, à la fin, enfin, je vous spoil pas à la fin de l'histoire, on le sait depuis le début, hein, je vous rassure de suite. Hein, mais à la fin, en fait, il va avoir un contrat sur sa tête. Hein. Ah oui, d'accord. Là, vont le poursuivre, il va devoir se réfugier aux États-Unis pour éviter d'être tué. Hein. Il va être justement, il va avoir des gardes du corps pour le protéger. Du coup, en fait, c'est un livre qui est assez dépaysant. Hein, c'est assez noir, ça laisse peu d'espoir. On finit sur une note qui est amère. Hein. Ça finit absolument pas sur quelque chose de positif. On part vraiment sur quelque chose de très réaliste, quoi, en fait. Ah ouais, c'est vraiment très réaliste. Et du coup, ça va être adapté effectivement par HBO. Donc, si vous avez la flemme de lire le livre, vous verrez on n'aura plus qu'à regarder sur HBO Max. Hein. Voilà, sur HBO Max. Et du coup, il a sorti aussi d'autres bouquins qui sont un petit peu dans la même veine. Ouais. Oui, il faut savoir aussi que c'est un journaliste de Vice. Ça peut peut-être d'accord. C'est Vice. Hein. C'est Vice aux États-Unis. Hein. Il a sorti 2 autres bouquins, donc le dernier des Yakuza, où justement en fait il va raconter en fait l'histoire de Seigo Koto, c'est son garde du corps qui le protégeait en fait des Yakuza. Donc du coup il va raconter en fait son histoire. Ouais. C'est à la fois avec beaucoup d'humour, c'est tragique, et encore une fois on est très loin des livres et des films en fait. Hein. Il y a par exemple une scène qui est complètement ubuesque, c'est la scène où en fait le garde du corps en fait à l'époque où il était Yakuza, il va se couper le doigt. Ah oui, d'accord. Et bon, dans les films, c'est assez facile, on prend un couteau, on coupe le doigt dans tout le monde. Là, il va couper le doigt, il va ripper plusieurs fois, contre l'os, finalement, il va y arriver, mais le doigt va partir, c'est super glauque, c'est absolument horrible, mais c'est aussi super intéressant. Oui, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc, en fait. Du premier coup, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est vraiment, c'est la galère. C'est l'équivalent de couper une tête avec une hache, c'est ça. À plusieurs fois, quoi, dans la réalité. C'est justement, en fait, cette comparaison entre, nous, ce qu'on a l'habitude de voir en tant que, parce que pour nous le Japon c'est très loin quand même, donc on a que les œuvres fictionnelles, c'est que des clichés, et la réalité qui est beaucoup plus dure. Lui c'est un paumé fini, enfin. Ouais. Et en dernier en fait il a aussi fait son dernier livre, c'est comment j'ai vendu mon âme au Bitcoin. Pareil, c'est ça parle en fait de l'émergence du Bitcoin au Japon. Ouais. En fait ça arrivait avec un mystérieux personnage qui portait un nom japonais, et on pense que ça vient de là-bas. D'accord. Et du coup, lui, il va suivre en fait la condamnation d'un Français par la justice japonaise, qui a aidé, on va dire, au Bitcoin à arriver, on va dire, à se démocratiser au fur et à mesure. D'accord. Donc là, c'est aussi intéressant. En fait, on apprend des choses qui sont complètement folles. Par exemple, le Bitcoin, en fait, ça a apparu grâce au Magic, par exemple. Ah ouais? Ouais, vous savez. Les cartes magiques. Les cartes magiques. Enfin, pas exactement les cartes magiques, mais en fait, un forum des cartes magiques, c'est ça qui a permis de démocratiser le Bitcoin. C'est incroyable, tu vois, il y a des tas de petites anecdotes, il y a des tas de personnages aussi qui sont tous complètement tarés les uns que les autres. Les uns que les autres, enfin, c'est assez fou. Il y a des, le FBI à l'intérieur, la plupart des gens, c'est des véreux qui détournent de l'argent. C'est un tout petit bouquin, mais c'est super intéressant parce que finalement, c'est quelque chose que on connaît pas plus que ça, tu vois. Que ça, ouais. On sait juste que c'est de la monnaie virtuelle, que ça va servir. C'est le turfu. C'est le turfu.
Et je m'aperçois aussi que j'avais pas fait de conclusion, mais Ah, bah c'est... mais parce que Par exemple, sur Benjamin, c'est ça. je prends exemple sur mon mentor Eh oui. qui est Benjamin et que Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Et du coup, on termine là-dessus, quoi. Alors, du coup on termine quand même on sur termine ce, voilà sur ce point-là, sur d'accord. ce ok. point-là. Non, mais en tout cas, oui, je vous conseille vivement, en fait, la lecture de ces 3 livres, donc, C'est D'accord. des gros bouquins ou... non, 400 pages à peu près, Ouais, c'est raisonnable. c'est raisonnable. Ouais, ça se fait, Ouais. ça se fait rapidement, quoi. Plus, enfin, ils sont vraiment magnifiques, c'est des petites couvertures assez jolies. D'accord. C'est, je vous les montrerai. En Tu fait, nous on a les une espèce montreras de petite dorure avec des représentations en fait de carpes japonaises. C'est assez. Non, mais franchement, c'est vraiment. Ouais, c'est, d'accord. Donc, tu conseilles, bah écoute, ouais. moi, Donc, je conseille vivement, en fait, conseille vivement. pour avoir des Un- livres en fait qui changent de Un l'ordinaire. autre aperçu du, Autre aperçu de la du société Japon. japonaise. Ouais. Et tu sais qu'on a quand même pas mal évoqué le Japon au fur et à mesure de ces différentes émissions. Bon, pas forcément beaucoup avec vous, les gars, mais avec d'autres chroniqueurs. Je pense notamment à Maxime et Nicolas. Et Raph aussi. Et Raph un aussi peu. beaucoup. Raph qui n'est pas là aujourd'hui, d'ailleurs, comme vous pouvez le C'est très constater. triste. C'est très triste. Il m'a Petit dit peut-être ange. qu'il essaierait de passer, mais vu l'heure, je pense qu'il passera pas. Petit ange parti trop tôt. Ouais, peut-être un peu parti trop tôt, mais c'est pas grave. Et à propos d'ange parti trop tôt, c'est la pire conclusion, enfin pire transition de la Terre. Mais c'est vrai que t'es parti pendant un petit peu de temps, Alex, mais c'est normal, t'avais des impératifs, fallait que tu sauves le monde à l'extérieur. Au moins. Petit Au ange moins- de au moins retour. tout ça. hein. Et du coup, tu es de retour, exactement. Après le retour du Jeff, il y a 2 épisodes, c'est le retour d'Alexandre. Et du coup, t'as un petit débat à nous proposer, c'est une petite question. C'est ça, ouais. Alors moi, je suis parti déjà d'un principe un petit peu, d'un constat plus un principe, pardon. Donc là, on est à 8 jours des élections, dans la nuit électorale américaine. Donc c'est dans 8 jours, sans savoir si le monde est condamné à nouveau ou pas à la suite des élections Yes. américaines. Bref, en tout cas, donc c'est toujours éthique que dans 8 jours ce sont les élections, mais nouveau modèle en place politique est modèle mis en place cette année par la société américaine, c'est les élections anticipées. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, je crois que les Américains sont appelés aux urnes à distance, pour le coup, par Internet. D'accord. Et du coup, ça fait beaucoup d'artistes dans tout genre, que ce soit des musiciens, que ce soit des auteurs, que ce soit des acteurs, réalisateurs, etc., qui appellent justement au vote massif. Surtout pour le coup, généralement, cet appel au vote va être surtout fait pour appeler à voter pour contrer Trump, Ouais. principalement. Ça va encore plus loin que ça, puisque je prends l'exemple de Springsteen, par exemple, qui a fait toute une vidéo en soutien à Biden, où il a mis une de ses chansons, The Rising, qui a clairement, en gros, offert cette chanson à Biden en quelque sorte. Ah oui, d'accord. À la différence pour le coup des Stones, et qui eux ont été utilisés par Trump avant son élection pour ouvrir ses meetings contre leur accord, pour le coup. Ah d'accord. Yes. Qui nous en a jamais de royalties qui leur ont été versées. Quel Donc Chad. voilà, c'était un peu ils ont pas été trop appréciés, on va dire. Ils sont vite détachés de Trump. C'est un peu le même effet. D'ailleurs, on parlait de Springsteen en 84 sur la chanson de Springsteen, Born in the USA, chanson qui parle beaucoup des traumatismes vécus par les vétérans du Vietnam, etc. Ouais. Et faussement patriotique, de façon très ironique, Ouais. pour, voilà, récupéré par Reagan pour le coup en 84, 85, un truc comme ça, pour vendre Springsteen comme un bon patriote, Ouais, comme il l'a pris au faut, premier voilà. degré, quoi. Alors que pas du tout, c'était une récupération Ironique. de bas étage comme il faut. Bon bref, ça pour dire voilà, donc moi c'était ma question, parce qu'on voit beaucoup de gens du coup qui dans les commentaires, surtout sur les réseaux sociaux, de haters en tout genre et d'autres Ouais. qui se disent bah non, hors de question que je continue à écouter un musicien par exemple qui prend un statut politique. Du coup, effectivement, on pourrait se poser la question, et c'est ça ma question qui m'intéressait, c'est est-ce que, selon vous, un artiste, quel qu'il soit, peu importe son art, peut faire la politique, ou en tout cas peut afficher son soutien politique à X candidat ou à X camp, ou pas, ou est-ce qu'il faut bien séparer l'art de la politique, selon vous? C'est un sujet qui est complexe. Et je sens que Benjamin est en train de réfléchir. Est-ce que tu veux que je parle en premier comme Non. ça le temps que tu... Non, moi je dirais juste un truc très Vas-y, simple qui répondra et qui va clore le débat pour ma part. Ça va pas être très long. Tout est politique pour moi, donc l'art évidemment. Il y a des exemples innombrables d'œuvres d'art qui ont été faites pour des raisons politiques ou qui soutiennent un mouvement politique ou une pensée ou enfin. C'est pour moi c'est absolument pas incompatible. Pour moi la question se pose pas. Je dirais que oui, un artiste peut faire de la politique. L'art peut être politique, oui. Tout est politique. Pour Tout moi. est politique, Ouais. d'accord. Ben Jeff, Je suis d'accord. Non, mais après, en fait, il faudrait voir aussi, parce qu'en fait, t'as tout ce qui est politique. Genre, t'as
l'artiste qui va soutenir, comme tu disais Alexandre, et il y a aussi l'artiste qui va faire plus, on va dire, qui va parler politique à travers son œuvre. Mais tu vois, il faudrait voir en fait la différence aussi de quoi on va aborder, tu vois. Est-ce qu'on va parler de l'artiste qui soutient? Oui. À ce moment-là, enfin moi je suis un peu, je dirais, ça c'est un peu sa sphère privée, tu vois. Enfin c'est ses avis, tu vois. Et il peut après il peut parler de ce qu'il veut, on va dire, dans ses œuvres, tu vois. Oui, bien sûr. Après ça dépend si il va passer ses idées à travers une œuvre, on va dire, pour promouvoir quelqu'un, tu vois. Oui. Enfin, faut voir aussi distinguer, faire le distinguo. Est-ce qu'on veut vraiment parler que de l'artiste en tant que tel? Ouais, ou est-ce qu'on parle du point de vue politique de l'artiste à travers son œuvre? C'est un sujet qui est intéressant. Moi, je pense que je rejoins un peu l'avis de Benjamin, comme quoi effectivement, oui, l'objectivité n'existe pas. Donc à partir du moment où tu fais une œuvre, quelle qu'elle soit, t'y mets de toi, donc du coup t'y mets de tes opinions, qu'elles soient politiques ou non. Donc du coup, forcément, t'es lié à la société. Par contre, ce que je dirais du coup, c'est que à partir du moment où tu deviens une personnalité connue, célèbre, etc., ça veut dire que potentiellement t'as aussi un pouvoir sur les gens qui forment ta communauté. Et on sait tous que au XXIe siècle, la communauté c'est quelque chose d'important, les communautés de fans, que ce soit sur YouTube ou des réseaux sociaux ou n'importe où, et que c'est peut-être pas forcément déontologiquement le truc le mieux du monde d'utiliser sa communauté pour ton idéal à toi, dans le sens où autant moi je suis très content que les acteurs américains et les musiciens américains soient anti-Trump, mais le problème c'est qu'ils seraient pro-Trump, du coup je dirais ils ont pas le droit. Donc ça doit aller dans les deux sens, ou ça doit toujours être de pair, c'est-à-dire soit tout le monde ferme sa gueule, soit tout le monde dit tout ce qu'il pense, mais c'est pas soit l'un soit l'autre, quoi, en fait. Et c'est compliqué parce que si à partir du moment où tu deviens une personnalité connue, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, en fait, aussi, parce que tu peux pas dire n'importe quoi tout le temps, parce que aussi t'es checké 24 heures sur 24, et il faut faire attention à ce que ta communauté de super fans ne fasse pas n'importe quoi aussi, parce qu'il suffit que tu dises un mot qui est mal interprété par ta communauté, c'est presque comme une secte, quoi. Enfin, je veux dire, les fans d'acteurs ou les fans de chanteurs, ou même pire encore, j'ai envie de dire, les fans de youtubeurs. Très très loin jusqu'à insulter des gens anonymement sur internet, quoi. En plus après, si on y réfléchit, tu vois, est-ce que c'est pas plus débile de dire, tu vois, de dire allez voter pour un telle personne, mais du coup les gens ils vont aller voter parce que c'est la star qui l'a dit. Ça. Mais du coup ils n'ont pas réfléchi, en fait. Il y a aucune réflexion. Il y a pas de réflexion. Ouais. Non, par contre, là où t'avais raison, je pense, Jeff, c'était si tu fais réfléchir les gens au travers de ton œuvre d'art à toi, tu les amènes à réfléchir peut-être plus que à leur dire, par exemple, mettons que je sois quelqu'un de très connu, je dis, Benjamin, tu vas aller voter pour quelqu'un, et si tu réponds oui, bêtement, ça va faire bizarre, alors que si j'écris un poème ou une œuvre d'art anti je ne sais quoi, et que tu te dis, bon sang, mais c'est vrai qu'à travers cette œuvre, je ressens comme cette idée qui est présente, et du coup, ça va m'inciter à voter telle personne, là c'est différent. Alors c'est une forme de manipulation aussi, mais une manipulation qui pousse à la réflexion plutôt que bêtement on va faire ça sans aucune réflexion, quoi. Ouais, oui et non en plus, parce que tu regardes, moi j'aime bien Batman. Non mais tu vois, je sais pas si tu connais The Dark Knight Return, tu vois, de Frank Miller. Frank Miller, il est d'extrême droite. Ah tu oui, vois. Clairement d'extrême droite. Il est clairement d'extrême droite. Et pourtant, j'adore ses bouquins, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et pourtant, même les idées qu'il a à travers ses bouquins, elles sont souvent un peu elles sont souvent, mais pourtant, ça n'empêche pas quand même que son œuvre, elle est vraiment cool, tu vois. Oui, mais parce que donc, après, tu vois, c'est parce que t'as la présence d'esprit de réfléchir, justement. L'œuvre te fait réfléchir et t'es pas forcément obligé d'être converti par l'œuvre. Bien sûr, ouais. Parce que t'es pas non plus Et c'est là que c'est intéressant, tu vois. C'est ça, c'est là que l'œuvre d'art est intéressante, alors que le point de vue de la personne qui va donner, je sais pas, dans une interview et dire, mais alors du coup, monsieur Alexandre, quel est voté en 2022? Enfin, dire, c'est pas qu'on s'en fout. Mais alors je serais intéressé par le point de vue du célèbre Alexandre, mais j'ai pas forcément besoin de l'entendre ou besoin d'être convaincu par ça, parce que c'est pas le rôle d'un artiste. Un artiste doit le faire au travers de son œuvre. Après, il peut le faire aussi dans la vie de tous les jours, mais c'est au public aussi de faire la part des choses, je pense. C'est beaucoup, parce qu'il faut pas non plus mettre tout sur le dos de l'artiste. L'artiste a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, c'est juste que il faut qu'il soit conscient que derrière lui il y a une horde de gens qui réfléchissent peut-être pas forcément toujours beaucoup. Ouais. J'ai un exemple justement parce qu'on parle des artistes, j'ai un exemple qui me vient en tête, effectivement. Roger Waters, le anciennement bassiste et un des chanteurs de Pink Floyd, membre fondateur du groupe, qui a toujours au sein du groupe affiché quand même des opinions plutôt à gauche, on va dire, avec certains morceaux plus engagés, mais depuis quelque temps effectivement sur les réseaux sociaux fait lui régulièrement des vidéos
il affiche clairement ses opinions pro-migrants, pro-Palestine pour le coup, clairement anti-Trump évidemment, mais de façon assez récurrente, à quel point qu'effectivement c'est reconnu par certains que pour certaines personnes, alors vont dire ou du bien ou du mal de lui, Waters effectivement c'est celui qui prend ses positions pour les Palestiniens. Alors certains vont dire les terroristes palestiniens, d'autres vont dire les pauvres Palestiniens. Bon après c'est encore un autre débat dans lequel on va pas rentrer aujourd'hui, mais toujours est-il que voilà, il y a plusieurs opinions qui sont affichées et lui encore voilà, on fait des régulièrement on appelle à sa communauté pour dire voilà, par exemple en ce moment il va simplement faire des vidéos régulièrement pour dire votez pas Trump parce que Trump c'est la fin du monde si vous votez pour lui, etc. Enfin, j'exagère bien sûr, mais c'est grosso modo l'idée qui va chercher à faire ressentir. D'accord. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut voir effectivement. Donc est-ce que ça vaut le coup se détacher effectivement de lui? Est-ce qu'on va c'est tout ça qu'il faut continuer à voir. Est-ce que oui, il peut se permettre de faire appel à sa communauté? C'est tout ça qu'il faut voir en fait. Ouais, il y a un débat moral en fait derrière de est-ce que tu dois ou non, parce que c'est compliqué hein. C'est compliqué surtout que j'ai envie de dire, nous on n'est pas spécialement célèbres, donc du coup on a du mal à se poser. Je pense que ça doit être difficile aussi de se dire t'étais un humain normal avant, t'avais tes idées et tu pouvais en parler à ton pas de famille ou à tes potes ou même vite fait à ton travail. Petit à petit tu te rends compte que ce que tu dis, il y a plein de gens qui vont suivre, etc. Et ça doit pas être facile non plus de se dire tout d'un coup je suis devenu une personnalité connue, je peux pas dire de la merde. Je pense notamment moi l'exemple qui me vient en tête c'est Squeezie et les pyramides. Oh mon dieu. Dans le sens où grand bien lui fasse qu'il aime la malédiction des pyramides. Après il s'est fait avoir aussi. Il s'est fait niquer, mais le problème étant que toute sa communauté, il est écouté par des millions de personnes qui sont pour la plupart entre des adolescents et qui peuvent gober des choses qui viennent de nulle part. Après il a retenu la leçon, du coup il s'est excusé, etc. C'est toujours le problème des influenceurs, des polémistes, de tout ça. Moi honnêtement, j'ai été repolitisé par un bouquin, par une œuvre que j'ai lue il y a 2 ans de ça, donc je vais certainement pas dire aux gens qu'il faut pas qu'ils expriment leur opinion politique au travers de leurs œuvres. Au contraire, un artiste d'ailleurs, je pense qu'il devrait plutôt se servir de son œuvre pour véhiculer un message, une pensée politique éventuellement. Ce serait plus subtil que juste faire des vidéos en mode ça c'est à chier, ça c'est bien. Je sais pas, peut-être qu'il développe, j'en sais rien, je connais pas mais moi j'ai été repolitisé grâce à une trilogie de bouquins et donc pour moi oui c'est vital que les artistes parlent de leurs œuvres parce que moi pendant de très nombreuses années j'étais là en mode non la politique c'est repère de pourris, de corrompus, je veux pas en entendre parler, etc. Sauf que de lire ces bouquins ça m'a fait prendre conscience qu'en fait oui tout est politique et ta prise de position apolitique elle est politique. Du coup. Et oui donc une fois que tu comprends ça que tu comprends, c'est pas comme si ça avait été une épiphanie mais moi je l'ai saisi, donc si je dois citer mon expérience, moi je dirais oui c'est bien que les artistes s'expriment et qu'ils se servent de leurs œuvres éventuellement. Alors certains diront que c'est de l'expression pour ceux qui seront d'accord, les autres diront que c'est de la propagande si jamais ils sont pas d'accord avec mais avec l'art, les c'est opinions. à la fois, c'est de la propagande et c'est de l'expression et c'est ce qu'en font aussi la personne qui le regarde. Est-ce que justement, on peut tomber dans le débat encore, mais par exemple pour vous, est-ce que c'est d'actualité les caricatures, par exemple, est-ce que on peut se permettre d'être à ce point dans la provocation, sous couvert de la liberté d'expression, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la provocation, quitte à provoquer toute une communauté entière et se mettre à dos certaines personnes? C'est un piège en fait, Alexandre. Mon Dieu. Après ça, c'est un. J'appelle mon avocat. C'est un débat qui est très compliqué, effectivement. Alors écoute, pour être très très franc avec toi, en faisant référence au professeur d'histoire-géographie qui a été décapité il y a une semaine à peine, moi j'écoute presque plus les informations, je vais pas vous mentir, depuis le Covid, ça me gave d'écouter les infos. Et du coup, c'est en arrivant au boulot que il y a des collègues qui m'ont dit, il y a un prof d'histoire-géo aux alentours de Paris qui s'est fait décapiter. Et là, dans ma tête, le premier truc qui m'a fait que je me suis dit, attends, je connais beaucoup de profs d'histoire-géo aux alentours de Paris. Et du coup, dans ma tête, direct, je me suis dit, bon, lequel d'entre eux s'est fait décapiter parce que j'étais à la fac avec eux, donc je sais qu'ils sont tous capables de montrer des caricatures. Et bon, après, on m'a dit qu'il avait 40 ans, donc c'était pas du tout ma génération. Donc ça va. Non, c'est ça va, mais ça va pour les je déconne. J'en suis très heureux. T'as dit ouf, ouais. Mais de base, c'est, dans tous les cas, le but de montrer des caricatures après à des enfants, c'est juste de leur faire comprendre le principe de la laïcité, c'est tout con. Mais après, est-ce que Charlie Hebdo va trop loin ou non? J'ai envie de dire, je suis pas un grand fan de Charlie Hebdo, en fait, je tamponne un peu le coquillard de ce qu'ils font, et ils font bien ce qu'ils veulent, et tout le monde fait ce qu'il veut tant que ça
Attends qu'on tue pas des gens, en fait. Voilà, c'est, j'ai envie de dire ça, ne tuez personne. Faut pas tuer les gens. Discutez entre vous, à la rigueur, mais ne tuez pas. Tuer, c'est mal. C'est mal. Donc, je sais pas ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Après, mais... c'est encore plus compliqué. Après, c'est très compliqué, Charlie Hebdo. Parce que, à la base, il faut quand même, qu'on va revenir, en fait, sur sur l'art, non, mais sur l'artiste. Un peu esquivé par moi. Au début, en fait, le politicien que je suis. C'est quand même des caricatures qui sont venues d'extrême droite, tu vois. En fait, à la base, je sais plus comment il s'appelle, quelqu'un qui vient, c'est un journaliste dans une revue d'extrême droite de Suède ou quelque chose comme ça qui s'est fait tuer. Et du coup, c'est pour ça qu'ils les ont mis en fait sur à Charlie Hebdo, tu vois. D'accord. Du coup, c'est amusant en fait de suivre en fait le cheminement. Le cheminement, ouais. Parce que justement, là, on partirait du principe, ah oui, mais attention, c'est politique de cette manière-là. Oui, mais attends, ça peut être aussi de cette manière-là. Et puis le problème de Charlie Hebdo aussi, ce qui est problématique, c'est que malheureusement pour eux, entre guillemets, depuis l'attentat de 2015, il me semble, c'est ça, ouais. 2015, du coup, ils ont été mis sur le devant de la scène et tout le monde s'est dit Charlie, tant mieux quelque part, mais tout le monde s'est mis à les soutenir, sauf que le problème c'est que Charlie est pas fait à la base pour quelqu'un pour un grand public en fait. Non, c'est fait pour une communauté qui aime cet humour un peu gras, un peu noir, qui aime ricaner par des trucs qui justement dérangent, qui sont faits pour choquer, pour provoquer. Et du coup, maintenant que tout le monde s'est mis à, soi-disant, lire Charlie, etc., et du coup, tout le monde se met à être choqué par leurs caricatures, alors que, quand on plonge à quelques années en arrière, avant les attentats, c'était déjà choquant, et on aurait pu faire s'élever des voix là-dessus, mais parce que ça a toujours été, c'est leur fond de commerce, en fait, de choquer, et au final, on peut se dire, est-ce que, on sait que, de toute façon, leur objectif c'est de provoquer, si on n'a pas envie d'être choqué, d'être provoqué, on les lit pas, en fait. C'est aussi une question qu'on pourrait se poser. Après, c'est toujours pareil, c'est compliqué aussi de se mettre à la place de ces personnes qui sont discriminées, parce que on est quand même une partie de ces gens qui sont quand même relativement disons qu'à cette table on est tous des hommes blancs cisgenres hétérosexuels, je crois, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'idée a priori, donc du coup a priori voilà, à part une révélation Sylvain. Écoute, on peut parler religion après pour savoir si vous êtes catholique ou pas, mais non, après du coup pour conclure effectivement je vais conclure en gros en disant grosso modo ce que disait Benjamin tout à l'heure, tout est politique dans les arts. En tout cas, on a beaucoup d'arts qui sont politiques. On l'a vu, la musique, c'est d'actualité. Il y a d'ailleurs probablement en ce moment bientôt, je sais plus si ça a eu lieu ou si ça va se tenir, un festival de musique en soutien justement au camp démocrate et Biden en particulier, etc. Alors c'est toujours pareil, soi-disant pour inciter les gens à voter, mais sauf qu'il y a tous les logos Biden, etc. qui sont affichés, donc c'est clairement une prise de position politique, encore une fois, outre le fait d'inciter les gens à aller voter, c'est aller voter, mais aller voter contre Trump, quoi. Grosso modo. Ça me rappelle quelque chose d'ailleurs, ça d'aller pas voter pour quelqu'un et voter contre quelqu'un. Oui, c'est donc c'est marrant ça. C'est pareil partout. Hein. Après, il y a dans la politique, on peut voir plus loin aussi, toujours pour rester dans le premier temps dans le côté américain, effectivement, on parlait beaucoup des pro-Biden, du coup, vu qu'il y a un appel massif au vote contre Trump, il y a les partisans aussi de Trump qui vont eux aussi, du coup, de leur côté, appeler à voter, pour lui, on le voit, par exemple, dans les pasteurs, certains pasteurs vont appeler à voter pour Trump. Alors, quel est le rapport entre les pasteurs et l'art? Je pense notamment aux congrégations, aux chorales religieuses, bien sûr, les chorales de gospel, etc. Donc là encore, c'est pas ça. Jésus était de droite, ça se sait. C'est évident. Si t'as lu la Bible, tu le sais, quoi. Je veux dire, c'est marqué dedans, c'est. Bien sûr. C'est logique. C'est le premier gauchiste de l'histoire, mais bon. C'est clair. Il y a plus de gauche que de droite, je sais. Ouais. Désolé. Mais voilà, donc du coup, de droite. Encore une fois, on parlait de là, est-ce que la religion, on peut pas la différencier aussi des politiques, voilà. On parlait des caricatures, donc qui sont intéressantes puis qui vont choquer aussi parfois. Bon, évidemment beaucoup d'ouvrages de la fiction, que ce soit des essais ou des biographies, des documentaires, ont forcément peuvent en tout cas revêtir une dimension politique. Ouais. Puisqu'on parle de littérature, on peut parler de bande dessinée également, les Tintins. Les Tintins au Congo. Bien sûr, le meilleur. Et puis outre les préjugés de l'époque, on a quand même quelque chose qui va en deçà, puisque Tintin il fait comme son tour du monde et il voit les autres pays un peu qui sont moins développés que lui. Je veux dire, quand il va en Amérique, il va aux côtés des gros sauvages peaux rouges. Quand il va dans le Lotus Bleu, quand il va voir les Japonais, c'est pareil, qui sont complètement inférieurs, qui sont bridés, les dents. C'est assez horrible, quoi. C'est bourré de préjugés, et donc on a une certaine forme de dimension politique là-dedans. Encore
des fois des bons Européens. Faut toujours des bons Belges. contextualiser aussi, parce que c'était une autre, enfin, nous, on a toujours tendance à, tu sais, on regarde ça en disant, ouais, alors, mais quand même, c'est ouf ce qu'ils font à l'époque, mais nous, on a Internet, on a un accès à la culture qui est complètement, qui a rien à voir avec l'époque. Je crois Après, que je dis pas Hergé qu'il faut justifier. avait jamais mis les pieds au Congo. Mais, voilà, c'est enfin, au Congo, il avait juste écrit le truc en ayant des infos de la part de ce qu'il avait voilà, de lui c'est, comme info, quoi. Donc ah bah après, bien sûr, enfin, il y a des choses qui sont condamnables, mais je pense qu'il faut toujours essayer de remettre faut en contexte, parce Non, que mais bien sûr, mais si on transpose en fait nous notre vision en fait de la culture actuelle en disant oui c'est comme ça, mais nous on n'a pas le même accès à la culture. Nous on clique sur internet, on tombe direct sur quelque chose. À l'époque il fallait chercher dans les bouquins. En sachant que si je me trompe pas, il me semble qu'en Belgique ils avaient des zoos humains jusque dans les années 50. Hein. dans les années 50. Je crois, hein, il me non. semble. Alors je sais, alors c'est à 50. vérifier. À vérifier, ouais. C'est à vérifier, c'est vraiment, je suis pas certain, mais en fait, à plusieurs reprises, je suis tombé sur internet sur une image de zoo humain et qui semblait être datée a priori à chaque fois que je l'ai vu de 1958, qui est l'année où mon père est né. Donc, en 58 aussi, d'accord. donc il me semble, hein, c'est à vérifier. Franchement, je suis pas certain de ce que j'avance, mais bah, vous savez quoi, je vais vérifier. Je reviens. Et même je après reviens. c'était Tintin, il était inspiré de je sais plus quelqu'un d'extrême droite qui faisait partie des SS, je sais plus exactement quoi. Et quand tu sais que Mais, Tintin a lui-même inspiré Indiana Jones, ça veut dire que du coup Indiana Jones s'est inspiré d'un potentiel SS du coup. Oui, tu vois. Ouais, mais après c'est toujours pareil, c'est Mais oui, d'où mais vient c'est- l'inspiration. L'inspiration, Parce toujours que, quelque part. enfin, elle vient du monde qui est autour de toi. Si t'évolues dans un monde effectivement qui est dégueulasse et qui est raciste, et que toi tu t'en rends pas compte parce que t'es au milieu et que t'as pas appris à réfléchir autrement, bah forcément tu vas produire de l'art qui sera plus ou moins dégueulasse et raciste. Alors oui, Hergé, je suis pas sûr que c'est toujours été un enfant de cœur, parce qu'il y avait plein d'autres gens qui étaient plus de gauche que lui, hein, très clairement. Bien sûr. Mais voilà quoi. C'est ouais, j'ai envie de dire, en fait, ça va être horrible parce que j'ai mais Tintin au Congo, quand je le lis, c'est atroce, mais ça me fait rire tellement c'est atroce, quoi, Oui. justement. C'est que ça en est devenu presque avec le temps, j'ai l'impression que c'est presque devenu du second degré presque, en fait, à lire. Tellement c'est horrible, c'est que c'est vraiment le point de vue d'une époque sur un pays et se dire vraiment, on était vraiment des sacrés connards, quoi, en fait. Mais après, est-ce que c'était pas aussi normé, en fait, tu vois? T'étais Ah oui, obligé c'était- de parler de ça aussi de cette manière-là. Ouais. Comme t'es obligé d'aborder un sujet actuellement d'une manière, tu vois. Je pense que Et c'était relativement normé parce que ça fait partie de la culture des gens d'autrefois, en fait. C'est ancré, en fait. Ouais. C'est triste, hein, mais et du coup, il n'appartient Ouais. qu'à nous, nouvelle génération, d'essayer de désancrer ça. Mais justement, enfin, au-delà, ce que je voulais surtout dire là-dedans, effectivement, c'est qu'au-delà, justement, de ces préjugés racistes qui, effectivement, bah, sont ancrés dans la mentalité de l'époque, malheureusement, là où il y a une certaine forme de politique aussi, c'est que, bah, on a quand même Tintin qui voyage aux quatre coins du monde et qui, quand même, malgré tout, c'est toujours lui, homme blanc, européen, qui est supérieur à Ah oui, à n'importe bien quelle sûr, personne qui croise autour de lui. Donc, Puis il est blond, c'est pas roux. ouais, donc voilà, il y a une forme de politique aussi là-dessus. Ah, D'ailleurs, mais parce que, complètement, on parle de BD, je voulais juste faire la promo de passage de deux BD que j'ai passé récemment, qui justement, on parle de BD politique, très intéressant, alors qui traite du même sujet, à savoir notamment le féminisme. Mais on a Je suis suffragette qui vient de sortir, les Amazones de Londres, écrit par, alors j'ai mal écrit, je suis désolé si j'écorche son nom, mais c'est Lisa Lugin et Clément Xavier. Et on a également une autre BD qui s'appelle Peau d'homme, qui est écrite par Hubert Zanzim. Deux BD qui sont assez sympas, qui traitent du féminisme, du coup, là encore. Alors, Peau d'homme, ça va plus loin au-delà que le féminisme, parce qu'on a beaucoup, qui questionne beaucoup sur l'identité de genre, etc. Qui est vraiment bien foutu, vraiment intéressante à lire. Et si on parle d'ailleurs d'identité de genre, autre art encore qui peut politisé, on a le maquillage. Par exemple, le maquillage, c'est aussi une forme de revendication. Oui. Le fait, bah, il y a encore une fois, il y a la transidentité, le maquillage, c'est réservé aux femmes, etc. Là, non, si un homme peut se maquiller, un homme cis hétéro peut se maquiller. Enfin, voilà. Le maquillage est aussi une forme de revendication aussi, là, derrière. Bien sûr, en fait. ouais. Un peu tout ça. Donc voilà, effectivement, donc, bah, du coup, effectivement, on en revient un petit peu à ce que vous avez dit. Tous les arts Tous les arts sont sont politiques. En tout cas, il y a possibilité de véhiculer de la politique dans à peu près tous les arts, en tout cas. Bien sûr. Voilà Est-ce qu'il y aurait peut-être même pas moyen de véhiculer de la politique dans l'art de la guerre? Eh bien sûr. Ah, Bon là, on n'est pas sur un choix très politique, on va plutôt être sur le choix qui découle d'une certaine obsession, disons. Alors, Alors, aujourd'hui, bon on va continuer dans la série des unités militaires cheloues de Ouais. l'histoire. Et là, on va s'attaquer à une grosse pointure. On adore l'humour ici.
Alors vous rigolez pas encore parce que j'ai pas fait la blague. Alors s'il vous plaît un peu de patience. Les géants de Potsdam, on va parler des géants de Potsdam. Géants de Géants, Potsdam. grosse pointure, géants. Oh putain, d'accord. Oh la Voilà. vache. Oh, mon Non, mais je vous avoue que c'était une Oh là tentative là. futile de voir si le Tu principe de l'avais pas causalité pouvait être Non, je violé. l'avais pas du tout. J'avais complètement zappé déjà qu'il avait parlé des géants de Potsdam. Non, mais apparemment, la causalité, ça tient, quoi. Le rire peut pas précéder la blague, j'ai essayé, donc c'est pas. Fallait le tenter. c'est pas grave, Ben. c'est pas Donc voilà, on va laisser les expériences foireuses derrière nous et on va se lancer pour de vrai dans la chronique, parce qu'on est trop chaud. Alors, je vous vois venir, c'est quoi les géants de Potsdam? C'est quoi les géants de Potsdam? C'est quoi les géants de... Vous voyez ce que c'est Potsdam? Vu du nom, je dirais que c'est slave. Potsdam, c'est une ville allemande aujourd'hui, de l'actuelle putain, Allemagne, qui pas était loin, en ça. Prusse à l'époque qui nous intéresse, qui est pas aujourd'hui loin, dans la banlieue de Berlin. J'étais très très loin du coup. Donc vous voyez, vous voyez ce que c'est Ouais. Potsdam, vous voyez ce que c'est des géants. Bah du coup oui, Ouais, bah voilà, c'est des géants qui viennent. de Potsdam. Mais est-ce que c'est des vrais géants? Non. Ah merde. Bon, pour ne paraphraser personne, reprenons depuis le début. L'histoire des géants de Potsdam commence en l'an de grâce, 1675. Ah. Le régiment est fondé à l'origine sous le nom de 6e régiment d'infanterie prussienne, plus tard connu sous le nom de régiment du prince électeur. Classe. Le régiment est fondé donc sous le règne du roi de Prusse Frédéric Ier, et expliquant le surnom qui va lui être donné, quelques années après sa formation, le régiment est placé sous le commandant du prince et futur roi, fils de Frédéric Ier, Frédéric Guillaume de Prusse, père lui-même du célèbre Frédéric II De de Prusse. Et ainsi Le de suite. fameux. Ainsi de suite. Donc après la mort de son père Frédéric Ier, Frédéric Guillaume monte sur le trône et il va très rapidement renforcer son armée. Il va recruter de nombreux soldats, parmi lesquels des mercenaires venus de toute l'Europe. Le régiment dont il est question, le 6e d'infanterie, ce régiment a aussi longtemps porté un surnom, celui de la garde des géants de Potsdam. C'est de eux dont il s'agit. D'accord. Alors pourquoi géant? Ce surnom fait assez logiquement référence à la taille réglementaire minimum requise pour rentrer dans les rangs de l'unité. Alors quelle taille, me demanderez-vous? Quelle taille? Et il faut 1m90? 6 pieds prussiens. Ah ouais. Putain, mais c'est quoi des pieds prussiens? Bon allez voilà, pour ceux qui sont pas familiers, non mais ça va, ça m'a gonflé là. Pour ceux qui sont pas familiers avec cette unité de mesure, renseignez-vous. Non, je déconne, personne. Non mais attendez, les pieds ça a aucun sens, c'est pour ça qu'on a inventé le système métrique. Oui. Donc 6 pieds prussiens, vraisemblablement, ça faisait 1m88. Ah bon, j'étais pas loin. Ouais, t'étais pas loin. Donc c'est pas mal 1m88. Bah oui. C'est bien supérieur à la moyenne mondiale actuelle et évidemment c'était supérieur à la moyenne de l'époque. Hein. Bien évidemment. Alors pourquoi créer un régiment avec des prérequis de recrutement aussi spécifiques, à votre avis? Je sais pas, parce que ça peut être la classe d'avoir un régiment avec que des mecs qui mesurent 1m88. Peut être impressionnant, C'est guerre ouais. psychologique, ouais, éventuellement. Vu qu'en plus c'est la garde privée visiblement du prince, donc c'est pas mal. En fait, Ça n'a rien à voir, c'est sympa. en fait, j'ai pas trouvé spécialement d'explication Ah, pour expliquer ce prérequis. Non mais attends, il y en a un potentiel, mais Ah. j'ai pas trouvé vraiment son origine. En fait, il est souvent cité pour justifier ce prérequis que les mousquets d'alors très longs se rechargeant par la bouche, D'accord. donc par l'extrémité du canon, par là où sont propulsés les projectiles. Il est souvent cité qu'il était en effet plus facile de les recharger et plus rapidement par les grands soldats. C'est-à-dire que les mousquets, ils étaient super longs, quoi. Ils pouvaient être Ah oui. presque aussi longs qu'un soldat qui était pas très grand. D'accord. Donc vous imaginez le mec Ouais. qui doit recharger le truc, il est obligé d'incliner son fusil, etc. Enfin, c'est plus pratique en fait, c'est cité comme une des raisons. Ce serait plus pratique, donc ce qui permettrait de recharger son mousquet plus Plus rapidement, rapidement, ouais. plus efficacement, et donc d'avoir une cadence de tir qui soit plus élevée, donc une efficacité. Vachement intelligent. Ouais, bon, il y a d'autres sources qui évoquent le gigantisme des soldats plus comme un handicap qu'un avantage en fait. Hein. Ce qui expliquerait éventuellement pourquoi, en fait, le régiment a pas pendant un longtemps participé à des engagements d'envergure en fait. Donc, il semblerait que c'était plutôt une garde de prestige que une Ouais. vraie unité de combat. Donc en fait, c'est ce que je dis, c'est pas la classe. Ouais, exactement. Parce que sinon ça fait un peu scientifique fou, tu sais, qui fait oh je crée des mousquets mais bon c'est que pour les mecs de 1m90. Que pour ça. Les c'est- mousquets qui font 1m70 quoi, c'est horrible. C'est Ouais, les mousquets quoi, des c'est- janissaires, c'est pour sniper en fait. Ouais, alors l'un des plus grands soldats quand même qui est cité encore aujourd'hui parmi les géants, c'est un Irlandais qui
s'appelait James Kirkland et qui mesurait 2m17. Oh, 2m17. Ouais. Et pour vous donner une idée de la taille de certains des membres, hein, quoi. Et là, je vous parle que de celui qui est cité dans les écrits qui nous sont parvenus. Ouais. C'est un parmi d'autres, mais même pas certain que c'était le plus grand entre tous. D'accord. Bon, dans la mesure où il est cité en exemple, il y a des chances que ce soit en effet le plus grand, mais ça vous donne une idée, quoi. Ouais. 2m17, ça Il peut y peut avoir paraître plus énorme. d'un qui devait faire 2 mètres. Je pense, ouais. Et en plus, je peux empêcher de voir qu'il est irlandais, donc ça veut dire que t'embauches des gens qui viennent d'ailleurs. Oui, bien sûr, il y en mercenariat, avait quoi. énormément qui venaient de l'étranger, en fait pas tous, mais en partie. Et entre l'Irlande et la Prusse, ça fait quand même un sacré Alors, trajet, quoi. ce qui pourrait expliquer éventuellement ce équipe de basket prérequis, de ce qui pourrait éventuellement expliquer ce prérequis, alors je sais pas si ça en est vraiment là à l'origine ou si c'était déjà comme ça à la base, mais il s'avère que le fameux Frédéric Guillaume, maintenant roi, Ouais. il s'avère qu'il avait apparemment un faible pour les grands soldats. Ah. Ouais. Mais pas nécessairement un faible comme on pourrait l'imaginer, une attirance trouvait ça sexuelle classe, quoi, entre en fait. guillemets. Je pense que c'était juste une obsession comme on peut avoir avec certaines choses comme les philatélistes ou je ne sais pas. Non, mais un genre de Il aime Ouais, collectionner il collectionne les grands soldats. quoi. Je pense sincèrement que c'était plutôt comme ça. C'était plutôt comme ça parce que je crois que Frédéric Guillaume n'avait pas une opinion très élevée des personnes qui étaient attirées par les gens du même sexe. Quand on voit comment il a traité notamment son fils qui lui était très clairement, si je ne m'abuse, Frédéric II était homosexuel ou en tout cas avait des affinités pour les hommes. De quel Il n'a pas toujours été très sympa avec son fils, donc je pense que c'était pas, ou à moins refoulé, peut-être refoulé, j'en sais rien. Ouais, C'est ouais, pas- peut-être du coup. Ouais, c'est pas impossible. dans leur tête, quoi. Mais il y a une citation de lui qui est restée célèbre, qui aurait confié d'ailleurs un ambassadeur français à l'époque, que les plus belles femmes du monde le laissaient indifférent, tandis que les grands soldats, l'impressionnaient grandement, ne le laissaient pas indifférent. Ah. Bon, à tel point d'ailleurs qu'il essayait de se procurer de grands soldats, mais vraiment par tous les moyens, quoi. En passant éventuellement par le kidnapping et l'enrôlement forcé. Ah, d'accord, ouais, ouais, ce quand même. genre de choses. Ah oui, mais on est sur une véritable obsession de fou furieux, quoi, en fait. Ouais, parce Ouais, que peut-être qu'il était complètement il névrosé, faisait- ce garçon. Enfin, Probablement. Comment Et il était sûrement névrosé, Jeff. C'est possible, mais en tout cas, on est sur un truc qui vire à l'obsession. Je vais vous citer 2-3 trucs en exemple, vous allez voir que ça peut aller très très loin, quoi. Donc les enrôlements forcés ou le recrutement de mercenaires, voire même de soldats d'autres nations. Certains des soldats de la garde furent même offerts par divers monarques en tant que cadeau diplomatique, quoi. Comme tu offres une jument. J'offre un soldat irlandais. Ouais, de c'est ça. 17, quoi, Ou voilà. des pandas. Non, mais c'est assez incroyable. Il y a notamment l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie, et voire même le sultan ottoman Voilà. qui ont envoyé des soldats pour comme vraiment clairement des cadeaux diplomatiques. Alors non mais attends, vous allez voir que là on atteint des niveaux assez incroyables de déviance en fait. Donc en plus de l'enrôlement de force, des cadeaux diplomatiques humains, etc. Il va encore aller plus loin, mais vraiment plus loin. Il va tenter de faire un élevage. de Un verres. élevage. Ouais, c'est-à-dire que, vous m'avez bien entendu, il va essayer de forcer des soldats du régiment à s'unir avec des femmes très grandes afin de créer une espèce de géant par voie de reproduction. Ah ouais, mais c'est le Lubermenschen avant l'heure, quoi, en Ouais, fait. je sais pas, mais ils voulaient faire ça, comme les Habsbourg faisaient des élevages de nains pour leur... Oui. Mais non, mais chacun c'est son terrible. obsession, Non, hein. mais c'est terrible d'un côté. Dans une compagnie D'un côté, il y a les nains de compagnie des Habsbourg d'Espagne qui se faisaient, enfin, littéralement élever. Oui, ils avaient élever, un ouais. élevage de nains. Enfin, c'est... mais ça aurait fait des belles batailles, quand même. Tu peux refaire le Terrazano comme ça, en fait. S'il vous plaît. Le respect est mort dans S'il ces vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais c'est pas notre faute, c'est eux, hein. Non, mais attends, l'histoire. c'est assez incroyable cette tentative. En fait, dingue. cette tentative d'eugénisme, elle va rester célèbre. Elle est même citée en exemple par Darwin dans son œuvre La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe. D'accord. Elle est citée en exemple. En fait, elle va rester dans les mémoires. Alors pour vraiment comprendre à quel point le roi était fan de ce régiment, faut quand même dire qu'il menait les soldats à l'entraînement presque tous les jours où il était capable de le faire. Ah oui, d'accord. Et ouais, il les menait à l'entraînement, il les montrait aux diplomates et dignitaires étrangers pour les impressionner, et il allait même jusqu'à les faire défiler pour simplement lui remonter le moral. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que les jours où il avait un peu le seum, il organisait des défilés de soldats et ça le réjouissait. Et encore mieux, C'est même vraiment attends, chelou, quoi. quand il était malade et incapable de quitter son lit pendant ses convalescences, il allait même jusqu'à les faire défiler dans sa chambre, Non. au pied de son lit.
Non mais il y a un petit côté genre striptease avec des Ferrari ou des trucs comme ça, tu vois, genre c'est Ouais, ma c'est passion. vrai que c'est- Ouais, c'est ça. il serait passé dans une sur Il aurait M6, pu, il aurait tellement pu passer dans vrai. Striptease, ouais, J'aime c'est- les soldats grands. Ouais, clairement. Bah, Je ça- collectionne ça. Le Ouais, seul là, qu'on c'est- collectionne, enfin, c'est génial, quoi. Il est malade et il le faisait C'est défiler. fantastique, c'est C'est fantastique. énorme. Bon, après, voilà, faut quand même parler un petit peu de l'aspect militaire de la chose, même si c'est vrai qu'apparemment c'était plus pour filmer qu'autre chose. Bon, concernant leur équipement, rien d'extraordinaire, hein. Ils portaient une mitre rouge en métal qui était Ouais. caractéristique des grenadiers de l'époque. Une veste bleue de Prusse. Le bleu de Prusse, c'est un bleu très foncé que j'aime bien d'ailleurs, c'est une belle couleur. Ils avaient des chausses écarlates avec des guêtres blancs. Rien d'extraordinaire, c'était vraiment la panoplie de base. Une fois le roi Frédéric Guillaume mort, le régiment a été partiellement dispersé par Frédéric II, qui voyait ça comme dépense inutile. C'est un régiment qui était composé de plus de soldats que devait l'être un régiment classique, avec des hommes qui étaient mieux payés et qui devaient être nourris en conséquence de leur taille, de leur corpulence. Enfin bref, apparemment c'était un gouffre financier. Donc quand je dis qu'il l'a dispersé, c'est pas totalement, c'est-à-dire que le 6e régiment a perduré, mais il en a envoyé plus des 3/4 dans d'autres régiments. Ouais, il en a fait. dispatché quoi. Il en a fait, vraiment c'est- dispatché les soldats dans d'autres unités. La solde de ces soldats, je l'ai dit, elle était plus importante, les effectifs plus élevés, donc voilà, c'était cher. Le régiment perd donc son surnom, mais garde le numéro 6, et il sera définitivement dissous en 1806 après la défaite prussienne face aux armées françaises de Napoléon. D'accord. Donc ça va signer la disparition de ce régiment. Ça signe leur fin, ainsi que celle de la chronique finalement. Oh. Puisque malheureusement j'aurais vraiment plus rien de plus à dire à ce moment-là. Alors pour revenir un petit peu sur l'engagement des troupes du régiment, j'ai fait quelques recherches, encore une fois je suis pas allé trop en profondeur, mais j'ai pas trouvé de notes ou de citations de participation à des combats. Donc étant donné qu'il existe quand même depuis 1600, j'ai dit quoi, je suis un peu 1675 je Ouais, crois. un truc comme ça, ça veut dire. Ça fait un bail quoi qu'il Ouais, existe, et que Guillaume bah, Frédéric Guillaume. Frédéric Guillaume il monte sur le trône qu'en 1713, donc Ouais. le régiment a quand même existé pendant plus de 40 ans sans que je sache forcément s'il a participé. Donc c'est possible qu'avant il ait participé, mais a priori pendant le temps où on les a appelés les géants de Potsdam, je pense qu'ils ont pas fait grand chose, ou alors ils ont participé de manière minimaliste. Ouais, c'était vraiment un régiment d'apparat et d'obsession pour le roi quoi. Ouais. Enfin le roi. Et j'avoue que j'en Prince. avais entendu parler en fait il y a longtemps ces gars-là, et puis pour être tout à fait honnête, ils m'étaient complètement sortis de l'esprit. Et l'autre jour, je savais pas trop quoi choisir comme chronique, j'ai dû taper un truc bateau, armée ou unité bizarre, et je suis tombé, ouais, non mais vraiment, je suis tombé sur un Dix article, des armées les non, plus mais c'est ça. Il y avait un article de Vice et tout, et c'était ça en fait. Je suis tombé en premier sur les gens de Potsdam et ils reviennent assez régulièrement. Donc, Ouais. je me suis dit je vais m'en débarrasser, c'est pas très original, et puis Voilà quoi. Et puis en plus tu l'as dit au tout début de ta, parce que j'ai posté l'épisode 25 là aujourd'hui, tu parles des janissaires, tu l'as dit au début que tu parlerais aussi de régiments nuls. Et là on peut dire que c'est un peu un régiment nul, Là, c'est-à-dire qu'ils pètent pas la mais- classe quoi. ils ont, ouais, ils très étaient drôle juste, quand même, enfin. C'est drôle, c'est justement c'est un vraiment régiment génial. drôle quoi, mais pas. Ils étaient juste grands, mais après c'est vrai que bon, c'est dommage de créer des unités militaires qui servent à rien, alors qu'à Bah, la base oui. elles servent à pas. Oui, à faire la guerre. Ouais, à faire la guerre, bien sûr. Eh oui. Donc, voilà. Merci du coup Ouais, Benjamin encore une merci, fois pour cette merci, petite chronique. C'est marrant que tu parles de géants parce que il se trouve que je vous ai préparé une chronique les gars. Est-ce que c'est pas incroyable ça? C'est pas Est-ce que c'est arrivé. une chronique sur les géants de glace? Eh ben presque. S'il faut voter pour quelqu'un, moi je vous conseille de voter pour Odin. Hein. Odin, il a dit qu'il supprimerait les géants de glace, et je sais pas si vous en avez déjà croisé, mais moi j'ai jamais croisé de géants de glace quoi. Donc, Ça prouve que ça a marché, ouais, c'est vrai que il non, l'a fait. Il l'a fait, hein. Il a, tu vois, Eh ben, tu crois pas si bien dire parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu mythologie. Ah. Eh oui. Parce qu'en fait vous êtes pas censé le savoir, mais il se trouve que dans l'épisode précédent, le nôtre, à savoir l'épisode 27, je crois, si je suis bien calculé, qui était en compagnie de mon très cher Jules et Tiffany, il se trouve que je cherchais aussi une chronique à faire parce qu'on n'était pas nombreux, et j'ai eu l'idée de faire une chronique sur le petit peuple. C'est ce que c'est le petit peuple? J'ai fait la vanne en plus dans l'épisode. C'est des gens pauvres à la base. C'est gens ouais. pauvres, ouais, c'est le Ouais, petit peuple. mais le petit peuple, sinon, d'un point de vue folklorique, du folklore, c'est toutes les créatures issues du folklore. Les gnomes, les gobelins. Exactement, les gnomes, les gobelins, les trolls, les nains, les léprochaunes, léprochaunes, tout ce truc-là. Sauf que du coup, en fait, c'est impossible de faire une chronique que sur ça, parce que c'est énorme. Tu Voilà. pourrais faire des mémoires, hein, là-dessus. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire plusieurs chroniques en foutant Des thèses. plus ou moins les membres du petit peuple par paquet. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on va parler d'une créature du petit peuple qui est assez particulière.
Alors, elle peut porter plusieurs noms, elle est représentée de différentes façons, mais aujourd'hui, enfin de nos jours actuellement, cette créature, elle est connue de la manière suivante. C'est une créature qui est petite, qui est très intelligente, qui vit Sarkozy. de Très intelligente, on l'a dit. qui vit dans de Il est sombres bizarre, souterrains, son intelligence. Hein. de sombres souterrains, qui est fourbe et qui est aussi Sarkozy. de couleur verte. Luna, un gobelin. Un gobelin. Un gobelin, exactement. Ouais. Et oui, on va parler des gobelins aujourd'hui. Et oui, parce que à la base, avant d'être utilisé dans tous les trucs de fantasy que tout le monde connaît, le gobelin, c'est à l'origine une créature de légende issue du folklore européen. C'est plutôt d'influence germanique et avec le temps, il a été croisé avec certaines traditions d'autres folklores, comme celui qu'on pourrait qualifier du lutin, ou encore avec celui des génies, créatures plutôt issues du bassin méditerranéen chez nos amis D'accord. les latins, les grecs, les arabes, tout ça quoi. De ce fait, le gobelin, c'est un peu une sorte de croisement francophone du kobold allemand, je sais pas trop comment on le prononce, et du hobgoblin anglais, le fameux hobgoblin. On y reviendra rapidement à la fin sur ces deux-là, kobold et hobgoblin. Ouais. En tout cas, il est d'ailleurs plutôt présent dans le nord de la France, le gobelin, hein, pas le hobgoblin, hein, à savoir en Normandie, la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, puis ensuite tu redescends vers l'Allemagne. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il est présent pile poil aux encablures du monde celte et du monde germain. Donc on sent vraiment qu'il y a une sorte de fusion entre monde celte et monde germain à ce niveau-là, aux frontières des cultures germaines et saxonnes. Pour bien comprendre le principe du gobelin, je vais faire comme toi, Ben. Je vais faire une définition, plutôt parler d'un peu d'étymologie, essayer de trouver l'origine un petit peu du mot C'est gobelin. pas mal, je me posais la question justement. Et ben, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. La vérité, en fait, c'est qu'on sait pas vraiment, parce que ça remonte à très 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 loin. Mais il y a des théories. Déjà, avant 1141, on le trouve chez un certain Orderic Vital. C'est un moine franco-anglais qui le décrit sous la forme de Gobelinus en latin médiéval. Yes. Qui décrit un démon qui hante les environs d'Évreux en Normandie. Voilà. C'est ce que aurait dit un enfant de 10 ans si tu lui avais demandé comment on dit gobelin en latin. Ouais, c'est ça, c'est Gobelinus. Complètement Gobelinus. Donc déjà, on retrouve le gobelin, il est déjà en Normandie, tu vois. Il s'appelle Gobelinus, c'est un démon, mais c'est déjà un démon normand. Du coup, c'est français alors. Enfin... Ça a l'air d'être clairement français, Ok. le gobelin. Ouais, parce que tu aurais pu venir. Ouais. de- Ça aurait Moi, pu j'aurais venir pensé d'ailleurs, que ça mais- aurait venu de notre pays. Mais je non. pensais plutôt germain dans Ben, son en fait, origine. on va en parler justement, ça va, Bah, ça va, après, on est à ça moitié va se décaler germain. petit à petit. Le mot gobelin, il est attesté autour de 1195 dans Histoire de la guerre sainte d'Ambroise, un poète normand aussi encore une fois. Puis il apparaît sous la forme de gobelin mais avec 2 ailes au début du XVIe siècle. Le terme Quand remonterait... tu dis normand, excuse-moi, Quand ça je dis- parle des Normands. Non, c'est normand, Normandie, hein, pas les des hommes du Vikings. Nord, Hein, non, c'est vraiment, on est sur les nos amis Normands, les ouais. Normands, Ah oui, c'est Rouen, Caen, tout ça. Ouais, 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 pardon, oui, c'est oui. vrai. Non, c'est des Normands, c'est pas, Ok, tant c'est pour pas des moi. Vikings. Non, pour les autres créatures, on parlera pas mal du folklore scandinave, mais là, pour le coup, on est vraiment sur notre bon vieux folklore normand. D'accord. Hein. Que je ne savais pas. Le gobelin était en fait issu du folklore normand, Ouais, c'est c'est- assez stylé. Donc, du coup, au début du XVIe siècle, le terme remonterait au latin gobalus, qui signifie apparemment génie domestique. C'est un emprunt, gobelus, pardon, ça viendrait potentiellement, on sait pas vraiment à ce niveau-là, de kobalos, en grec, qui là signifie lutin ou génie maléfique. D'accord. Et kobalos, ça vous fait penser à quoi? Kobold. Exactement. Vous voyez comme tout est incroyablement lié. Le petit peuple, c'est que ça. Le kobold, c'est une sorte de créature, mais on en parlera tout à l'heure. tu verras. Tout est lié. Donc là, en fait, on se rend bien compte que les deux auteurs là que je viens de citer sont respectivement anglais et normands, comme par hasard les lieux où le gobelin est censé opérer, entre guillemets. Quant au mot en lui-même, les racines latines mais surtout grecques le renvoient complètement au fameux kobold allemand. Il y a une autre théorie quant à l'origine du mot, ce serait que le gobelin serait issu d'un croisement entre un mot latin, donc le fameux gobalus, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la gêne maléfique, et un mot germanique cette fois-ci, et non pas grec, le fameux kobelin. Kobelin, ça viendrait de l'allemand kob, qui en moyen haut allemand désigne une cavité dans la terre. C'est ce qui aurait donné le mot kobold, du coup. Parce que ça veut dire kobold, c'est un lutin, et c'est un lutin qui vit dans des souterrains. Okay. Voilà. Ce qui tendrait du coup à montrer que le gobelin descend carrément directement du kobold en fait. Donc, tu vois, là dans l'instant le kobold c'est clairement une sorte de proto gobelin si je peux dire. Et là où ça devient rigolo, c'est que dans le dialecte normand médiéval, le terme gobeux, qui existe apparemment toujours à l'heure actuelle, s'applique aux grottes creusées dans les falaises calcaires de la vallée de la Seine et du littoral cauchois. À Dieppe notamment, on utilise le terme de habitants d'une gobe et on les appelle les gobeliers. Voilà. Donc des habitants troglodytes qui étaient généralement indigents et mal considérés par les autres gens en fait simplement. Donc vous voyez on commence à avoir un lien. Donc les gobelins en fait c'est des mecs normaux qui vivent juste dans des falaises troglodytes et tu les transformes petit à petit en génie
en atroce génie maléfique, en mixant tout ça avec notre très cher kobold, puisque entre Kobeu et Gobeu, ça peut facilement être rapproché l'un de l'autre. Du coup, parlons un peu de nos amis anglais. Le gobelin, du coup, serait arrivé après. Ça fait Allemagne, puis ensuite, boum, France, puis ensuite ça finit chez les Anglais comme étant un goblin, tout simplement. Et on verra après d'où vient le hobgoblin. Voilà donc un peu pour l'origine du nom. Est-ce que ça va jusqu'à présent, parce que l'étymologie c'est fun, mais ça c'est pas mal la tête. Non, je sais plus. Non, Ouais. ça m'intéresse. Très intéressant. Au contraire, ça permet de se, De se poser des remettre- questions d'où ça vient, quoi, en non, fait. c'est, je pense que c'est. Alors j'ai en parlant d'origine, j'ai aussi cherché vous connaissez les gobelins à Paris ou pas? Oui, c'est une école. La manufacture des gobelins, ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est un rapport avec les gobelins? Bah, pas du tout. C'est, Ok. ouais, c'est des mecs qui s'appellent gobelins au 16e ou 17e siècle, je C'est crois. quoi? C'est une école de... C'est une école de tissus, je crois. C'est des tisserands. Et la famille c'est Gobelin tissu, au 17e siècle, apparemment, étaient des super tisserands royaux. Et ils ont donné leur nom à une école. Mais alors, par contre, l'étymologie de leur nom à eux n'est décrite nulle part. Ouais, déjà. Est-ce que leurs ancêtres vivaient dans des grottes en Normandie? Qui sait? Peut-être. Pourquoi pas? Bon, du coup, maintenant, on va passer un petit peu à la description. Qu'est-ce que c'est exactement un gobelin? Est-ce que vous connaissez Pierre Dubois ou pas? Ou de nom? Pierre Dubois, c'est Il doit y en avoir un... 500 000 en France. ouais, c'est très classique Non, comme non, nom. je déconne. Pierre mais, Dubois, c'est un folkloriste, non, en ça me dit fait. rien. C'est un mec qui étudie le folklore, c'est aussi un romancier. Lui, il se considère même plutôt comme un elficologue. L'elficologue, ou l'elficologie, c'est l'étude, en fait, du petit peuple, tout simplement. Donc, c'est le spécialiste français du folklore C'est la lié au référence, petit peuple. C'est la référence. C'est un mec qui a la référence en milieu, c'est Pierre Dubois, tout simplement. Donc, pour lui, les gobelins mesurent de 40 à 60 cm de haut. Ils sont plutôt laids. Leur tête aurait la forme d'un espèce d'œuf et leurs oreilles sont grandes et pointues. Ils possèdent également des espèces de dents de lapin un petit peu dégueulasses. Et le truc, c'est qu'apparemment, ils peuvent être soit maléfiques, mais aussi parfois bénéfiques. Vous allez voir que souvent les créatures de petits peuples, en fait, tu les Elles fais sont pas chier, ambiguës, ouais. elles sont ambiguës. C'est-à-dire que Ouais. tant que tu les fais pas chier, c'est bénéfique. Si tu les emmerdes, par contre, c'est que tu prends ta gueule, quoi. Finalement, dans la représentation, c'est un petit peu l'image qu'on se fait en fait du gobelin. En plus. Eh oui. C'est- enfin, Enfin, alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ce gobelin? Eh ben, dans la Manche, par exemple, ils sont réputés pour hanter les marais de 40 ans ou 40 ânes, je sais pas comment ça se prononce. 40 Une commune, ans, je crois. 40 ans. Ouais, il me semble que c'est 40 ans. C'est 40 ans. Ouais, il me semble. Et c'est une C'est commune possible. de Normandie. Un certain Hippolyte Sauvage, un historien du 19e siècle, génial. qui est originaire du Mortainais, Ouais, si, dans le je vais département de la m'appeler Manche, Sauvage. raconte dans ses légendes que les gobelins vivraient à Mortain, non loin des cascades. On raconte également qu'un gobelin peut parfois revêtir l'aspect d'un chat du côté de l'abbaye de Mortemer, dans le Vexin normand. Et du coup, ça s'appellerait un cat goblin. De manière générale, en fait, dans le folklore normand, le gobelin, il est aussi associé comme étant un esprit farceur qui hante les maisons. Comme les 3/4 des créatures du petit peuple. C'est vraiment les créatures. C'est des gros soit squatters. c'est des squatters. Ouais. En gros, ils vivent dans ta baraque. Faut imaginer l'inverse, c'est que t'as construit ta maison là où ils vivaient. Ah, Et ouais, du coup, d'accord. généralement, ils te font chier. Voilà. C'est ça. Ce qui se C'est le comprend, principe. en même temps, Ça tu se comprend, construis hein, leur ça se comprend. maison sur leur Ouais. maison. vous Alors, avez le seul, ben, fun fact, qui est assez rigolo, c'est que apparemment le gobelin fait partie des rares créatures du petit peuple qui ont perduré un petit peu dans nos sociétés à l'heure actuelle, en étant associées à la technologie moderne. Et par ça, le gobelin est apparenté à une créature que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Gremlins. Ah oui. Petit, avec des grandes oreilles et dégueulasse. Et Eh oui. Il faut pas leur donner à manger après minuit. C'est ça, exactement. Et Mais- les tenir éloignés de À la fête base, aussi. avant le film, le Gremlins, c'est un peu, voilà, comme je l'ai dit, l'évolution du gobelin. Il émane d'une légende de l'aéronautique militaire qui est née en Ah oui, Grande-Bretagne durant What la the Seconde Guerre fuck, mondiale. sérieusement Ah oui. Exactement. Et ouais. il sert à justifier les accidents, les incidents dont étaient victimes les pilotes de chasse de la Royal Air Force. Il est notamment accusé de détériorer les voilures, de casser les moteurs, etc., etc. Quel enfoiré. Ah oui, non mais on est vraiment sur le Gremlins, quoi. C'est Les gars, ils risquent leur vie déjà et lui, il va les faire chier, tu sais, il va C'est couper ça. les trucs dans le moteur. Dans l'imaginaire de l'époque, le Gremlin c'est un farceur, mais c'est aussi un protecteur. En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'apparemment le Gremlin fait des pannes, mais elles ne sont jamais mortelles. Il est réputé pour s'attacher à un pilote ou à un avion qui va prendre comme victime de ses farces répétées, mais veille cependant du coup à sa pérennité. C'est un peu comme un virus en fait, c'est-à-dire que si l'avion il se crache, si le pilote il meurt, bah tu perds ton hôte, ce qui te fait chier. Donc il faut qu'il soit bien vivant et en bonne santé pour qu'il puisse continuer à l'emmerder pour le restant de ses jours. Il est un petit peu simplement. cool en fait. Ouais, il a un côté, Franchement, enfin, il est sympatoche quoi, c'est un farceur. C'est un farceur. J'allais dire que c'était un collabo, mais je retire ce que j'ai dit. Et non, il travaillait pas pour l'armée Il allemande fait en du fait. sabotage. Bon, du coup, il suffit vraiment de regarder comme j'ai dit, le film de 1984, Gremlins, pour voir que Gremlins, ça ressemble quand même vachement à un gobelin, on va pas se C'est mentir. D'après Pierre Dubois, souvenez-vous, c'est 40 cm de gobelin. C'est bizarre, j'ai jamais fait le parallèle, tu vois. Et Pourtant, moi non plus. c'est- Moi non plus. Ouais, ça Avant paraît ça, j'avais tellement jamais fait évident, le parallèle. ouais. Mais en fait, maintenant, c'est évident, le Gremlins, c'est un gobelin, en fait.
Bon, maintenant qu'on a parlé du Gremlins, on peut parler de la version allemande et aussi anglaise du Gobelin avec le fameux Kobold et le fameux Hobgoblin. Pour le Hobgoblin, c'est vachement simple. Le Hob, ça viendrait du vieil anglais qui signifie tout bêtement fée ou lutin. Alors vraiment, ça va pas plus loin. Ou alors peut-être, si c'est pas du vieil anglais, ça viendrait du gallois. Dans certaines sources, Hob pourrait aussi dire foyer. Ce qui est intéressant parce qu'on a vu que le Gobelin, il est associé au foyer en fait chez les Normands. Et il se trouve que comme par hasard, le Kobold a une fonction particulière liée au foyer, le fameux gobelin allemand, le Kobold. C'est quoi un Kobold exactement? C'est une créature laide de petite taille avec des oreilles. C'est un gobelin quoi. Les descriptions de Sarkozy Une quand tête, même. une tête d'œuf, c'est ça? Non, il a pas spécialement une tête d'œuf. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le folklore allemand, le Kobold en fait, c'est une créature qui certes vit dans la maison, mais qui effectue toutes les corvées domestiques. Ah ouais. C'est un elfe de maison. Exactement, Yes, exactement. ouais, Le Kobold est un elfe de maison. Il est connu sous le nom de Einzelmännchen. Il est décrit comme étant un lutin de maison, utile, pratique, docile, mais parfois aussi, bien sûr, un petit peu farceur. Taquin. Espiègle, taquin. Et ça t'a rappelé quelque chose, effectivement, les fameux elfes de maison dans Harry Potter qui sont complètement inspirés des kobolds. Un elfe de maison, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un putain de gobelin. C'est pratiquement la même chose. Eh oui, et c'est des esclaves, tout simplement. Ouais. Bon, il y a aussi une autre version de kobold allemand qui peut être trouvée dans les mines et les endroits souterrains. Voilà. On retrouve toujours la thématique des souterrains. C'est toujours la thématique des souterrains. Et d'ailleurs, il y a un petit parallèle à faire avec le gnome. Et pour en savoir plus, je vous renvoie, chers auditeurs, mais aussi très chers compagnons, à la chronique que j'ai faite sur le gnome dans l'épisode précédent. Les kobolds version souterrain, c'est des créatures mauvaises qui vivent entre elles plutôt que dans les maisons des humains. Les kobolds sont décrits comme semblables à des rats ou des chiens se tenant sur leurs deux pattes. Leur taille varie d'une trentaine de centimètres à 1 mètre. Les plus connus ont une peau de couleurs variables allant du brun au vert. Ça se recoupe, c'est incroyable. C'est clair, attends. Ils sont par contre souvent représentés avec des petites cornes et des dents très aiguisées, des serres et une queue. Ça ressemble aussi pas mal à un Skaven dans leur espérance de vie est d'environ 40 ans, donc relativement bien, et ils ont des petits repères un peu dégueulasses dans des grottes, où en gros ils bouffent des racines dans les galeries souterraines. Donc voilà pour ce qui est du kobold. Donc là, vous avez vu, on a coché un petit peu toutes les cases du gobelin, de ce que c'est le gobelin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux mentions honorables de notre très cher gobelin dans la culture populaire. Vous savez où on peut le trouver, le gobelin? Non, mais je veux dire dans la culture populaire, dans les ouvrages que vous pouvez lire, les films que vous pouvez voir. Il y en a bien sûr dans le Seigneur des Anneaux. Et oui, dans le Seigneur des Anneaux. Il y en a dans plein de trucs d'Heroic Fantasy, dans Warhammer, exactement, dans Warhammer, Warcraft, Donjons et Dragons, le gobelin et l'Heroic Fantasy, ça fait vraiment, ça mixe de partout. Sauf qu'il faut rétablir une vérité, mais je pense que tu la connais, le gobelin chez Tolkien. C'est un orc. Et vice versa. En fait, Tolkien a utilisé le mot gobelin dans Bilbo le Hobbit pour désigner les créatures maléfiques vivant sous les monts Bohémond, c'est l'histoire, hein. Tout le monde a lu le livre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il les a rebaptisés comme étant des orques pour, justement, arrêter de faire un parallèle entre les gobelins du folklore et les créatures que lui a inventées, en fait, tout simplement. C'est juste que le problème, c'est que, par la suite, dans les différents jeux de rôle comme Donjons et Dragons, Warcraft, Warhammer, les scénaristes se sont dit, c'est plus simple de faire 2 espèces, voire peut-être même 3 espèces, puisque Tolkien utilise aussi le terme de hobgoblin dans ses ouvrages, donc ça nous ferait 3 espèces, l'orc, le gobelin et le hobgoblin. D'ailleurs même dans Warhammer on a aussi encore une fois une espèce intermédiaire, à savoir le snotling, qui correspond à une sorte de gobelin en encore plus petit que le gobelin en fait, hein. Et qui possèdent tous notamment les mêmes attributs, à savoir notamment les fameuses peaux vertes qui donnent leur nom dans l'univers de Warhammer. Ça reste des espèces différentes, hein. C'est des espèces différentes, mais c'est vrai qu'on dirait des évolutions de Pokémon, exactement. Complètement. Donc du coup, il y a aussi dans Harry Potter où on retrouve les gobelins. Vous savez ce qu'ils font comme métier dans Harry Potter, les gobelins? Ils sont banquiers. Banquiers, et probablement assureurs aussi. Ouais, exactement. C'est des créatures bipèdes, anthropomorphes, ils sont intelligents, tout ça, hein. Sournois un petit peu, et ils dirigent, comme tu as dit, Gringotts, la bande attitrée des sorciers. Je vais encore vous renvoyer à ma chronique sur les gnomes, mais en fait ici, l'autrice elle a changé un petit peu les rôles des créatures du folklore. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le folklore germain, le gnome est une sorte de banquier. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros là, elle a fait du gobelin l'esclave c'est l'inverse. Elle a fait du gobelin le banquier au lieu d'en faire forcément l'esclave de la maison en fait, hein, tout simplement. Et le gnome dans Harry Potter, il y a une autre fonction, c'est juste une créature de merde qui fait chier dans les jardins. Et donc comme je l'ai dit, on le retrouve dans plein de trucs d'Heroic Fantasy, mais est-ce que vous savez que le gobelin, on le retrouve aussi dans le monde merveilleux des super-héros?
Ah oui, bien sûr. Spider-Man. Spider-Man, exactement. Le Hobgoblin et le Gobelin. ouais. Le Hobgoblin Ah, et le Green le Goblin, Gobelin, exactement. bien sûr, Et oui, mais parce que quel en VO, vulnérable. le fameux bouffon vert et le Oui. super bouffon sont en réalité des putains de gobelins. Bien sûr. Et Et qui oui. correspond beaucoup plus à leur physique. Parce que le bouffon vert, comme on l'appelle en version française, bah, il ressemble techniquement à un mec qui est déguisé en gobelin, quoi, en fait. Bon, pourquoi ne pas l'avoir appelé tout simplement le gobelin vert en français? Mystère. Ouais, Mais c'est il vrai, s'appelle ça. Green Goblin, hein, tout simplement. Oh la vache, j'avais complètement Eh oui. oublié. Je le dis rarement, mais ça va jusque là. My mindfuck. Eh oui. Voilà donc pour cette petite chronique qui est un peu courte comme celle sur le gnome. Comme les gobelins. C'est normal, et comme un gobelin. Ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai fait le gnome et le gobelin pour mes premières chroniques sur le folklore, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis désolé, mais la première saison de Tout et de Rien est en train de s'achever en ce moment même. Il faudra donc attendre la saison 2 pour avoir la suite. Une suite qui va envoyer un peu plus du lourd parce que, bah, en fait, pour le reste du folklore, à savoir les elfes, les fées, les trolls, les lutins, c'est pas la même limonade qu'avec les gobelins et les, ouais, c'est plus compliqué parce que t'as plein de trucs sous-jacents, etc. Enfin, spécialement les lutins et les fées où c'est le Tu dois avoir bordel les le équivalents plus, d'Europe le de plus l'Est, infâme, t'as des d'Europe équivalents de partout. occidentale. Enfin, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et du coup, je viens de le dire, je l'ai dit aux auditeurs, je l'ai dit à vous, c'est techniquement parlant le dernier épisode de Tout et de Rien qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Eh oui. Bah écoute, on est très émus de Ouais, faire partie de Oh, ces derniers épisodes de saison. Mais moi aussi, En j'en espérant suis... que ça continue par la suite. Hein, parce Bah que oui, moi, je oui, suis chaud pour Ben grave, continuer. ça va continuer, ça va continuer. Je pense qu'on va, en vrai, je pense qu'on va continuer à enregistrer un petit peu, mais de manière peut-être un peu plus éparse au mois de novembre, décembre, janvier. Bon, là, vous faites semblant, mais en fait, vous savez très bien ce qui va se passer. C'est que la semaine prochaine, normalement, il y a le grand final qui va être enregistré. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'il est temps de terminer. Merci à vous d'avoir participé Merci à à ce toi. podcast. Plaisir, merci à vous merci d'avoir à toi. participé Ça a été un à plaisir. cette émission. J'espère sincèrement qu'on se revoit la semaine prochaine pour dire au revoir à tout le monde, aux auditeurs. Normalement, on est déjà... bah, je vais pas le dire en fait ce qui va se passer. Je vais pas le dire. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise, exactement. Bah, en tout cas, merci à vous et passez une excellente soirée. Passez aussi une excellente soirée ou journée chez vous, où que vous soyez, chers auditeurs. On vous aime du fond de notre petit cœur de gobelin. Merci à tous. Ciao. Ciao. Bye. Ciao. Alors, est-ce que t'avais ton micro allumé à ce moment-là? Oui, oui, d'accord. Donc, au fond, il y aura un petit rot sympa, Oui. c'est chouette. Bah Yes. non. Ah non, tu l'avais éteint. Oui, d'accord, je tu l'avais l'ai éteint. Ah, ok. Mais enfin, Ça Vas-y, crée- vas-y. Non, mais c'est quand même. c'est les aléas du direct. Hein.